Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Françoise Gorga, je travaille à l'ANIA et je m'occupe d'innovation principalement. Et aujourd'hui, on va surtout parler de financement, de l'innovation et des investissements. Je vous remercie d'être là et je remercie nos deux intervenants, Régis Lamy et Michael Tourneau, du temps qu'ils vont nous accorder pour traiter du sujet. L'idée du webinaire aujourd'hui, qu'on vous propose, c'est vraiment de faire un point sur les opportunités qui se présentent pour les entreprises agroalimentaires qui souhaitent moderniser, décarboner, relocaliser des activités. Il y a la possibilité d'être accompagné par des experts et aussi de bénéficier du soutien public sur ces sujets-là. Je vais vous présenter rapidement nos deux intervenants. Donc, ils rentreront plus dans les détails tout à l'heure. Mais donc, Régis Lamy travaille pour ABF Décision, qui est un cabinet de conseil, mais qui est expert en financement public, donc qui connaît bien tous les dispositifs, tous les guichets. Donc, il va nous en faire une présentation et ça fait gagner beaucoup de temps de parler avec un expert qui sait démêler toutes les voies administratives possibles pour se faire aider, se faire accompagner. Et Michael Tourneau, donc, qui travaille pour BWT, avec qui l'ANIA collabore depuis longtemps sur des thématiques comme donc, leur business, leur travail, leur savoir-faire, c'est l'eau. Et l'eau en agroalimentaire, c'est la sécurité sanitaire, c'est l'impact environnemental. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à s'intéresser à la question de l'eau dans les entreprises et il illustrera aujourd'hui pour vous ce qu'il est possible de faire au sein de vos implantations sur ce sujet-là. Rapidement, du coup, comme vous le voyez dans le chat, donc je vais vous demander de couper vos micros, évidemment. Et comme on a deux intervenants successifs, ce que je vous propose, c'est plutôt que d'arrêter leur présentation au fur et à mesure de vos questions, c'est de les poser directement dans le chat. Moi, je les note toutes et je leur adresserai en fin de webinaire pendant le temps de questions-réponses. Donc, j'oublierai aucune de vos questions. N'hésitez pas à les poser par écrit et c'est moi qui leur adresserai. Je ne vais pas parler plus longtemps. Du coup, Michael, c'est à toi. Ouais, merci Françoise pour cette introduction. Je vais peut-être déjà commencer par effectivement par remercier l'ANIA pour ce webinaire et puis également ABF Décision pour nous permettre d'intervenir à leur côté. Donc quelques mots sur BWT pour les sociétés qui ne nous connaissent pas. L'eau est effectivement un enjeu majeur et c'est pour cette raison en fait qu'on a reconduit le partenariat avec l'ANIA pour une 3e année. L'objectif étant de vous accompagner sur l'ensemble du cycle de l'eau, notamment chez un industriel, cycle de l'eau qui va se matérialiser par des différentes typologies d'eau. On va vous parler d'eau potable, d'eau de production, c'est l'eau ingrédient, autrement dit, les eaux d'utilité pour alimenter les chaudières, les toits aéros et également les eaux de rejet. Donc effectivement, l'objectif, c'est de vous accompagner dans ces nouvelles notions, ces nouveaux enjeux que sont la sécurité sanitaire, l'efficacité hydrique, réduire votre impact environnemental pour placer l'eau en fait au cœur de votre transition écologique. Et enfin, en termes de signature BWT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est fabricant de matériel, mais également de produits chimiques de traitement d'eau et nous proposons l'ensemble des services associés pour l'exploitation des installations de traitement d'eau. Le slide suivant, une dernière information, c'est la carte d'identité de BWT. Donc BWT France, en fait, est la première filiale en termes de chiffre d'affaires d'un groupe dont la maison mère est basée en Autriche. Juste 2 chiffres, c'est un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros et c'est à peu près 600 collaborateurs. C'est 3 sites de production en France, un centre R&D qui est en fait rattaché à notre siège BWT qui est à Saint-Denis dans le 93, siège où vous allez également retrouver le laboratoire intégré pour les analyses d'eau, centre de formation. Et le plus important, je dirais pour vous, c'est si on revient à cette notion de service, c'est une carte de France découpée en 7 régions
Vous allez donc retrouver des directions régionales avec un ensemble de collaborateurs capables de vous accompagner sur les thématiques du traitement d'eau au quotidien. Alors, la parole est à Régis. Ouais. Merci Françoise pour l'introduction. Merci également Mickaël. Je vais partager mon écran pour la suite de la présentation. Je veux bien à ce moment-là que Mickaël, tu me dises si l'affichage est correct. Il me semble que ça va venir. J'ai mis le mode diaporama. Voilà. Voilà, ça semble bien. Donc, ABF Décision, bon, moi je vais passer à peu près 25-30 minutes à vous présenter un sujet qui est celui des aides publiques aux entreprises pour les différents projets d'investissement, voire d'innovation qui peuvent se présenter à vous, avec une teinte évidemment liée à l'agroalimentaire, hein, c'est la thématique de cette présentation. Avant toute chose, ABF Décision, c'est une entreprise qui existe depuis 18 ans et qui depuis 18 ans s'est fait une spécialité d'accompagner les entreprises dans la mobilisation de dispositifs d'aide publique. Alors nous avons 4 implantations, hein, Tours, Nantes, Bordeaux, Paris, bientôt Lyon. Une équipe d'un peu plus de 50 collaborateurs organisés en 2 départements, un département développement et puis surtout un département consultant où là on a des ingénieurs et des docteurs qui prennent en charge les missions pour permettre aux entreprises de mobiliser les meilleurs dispositifs dans les meilleures conditions. Et cette organisation a permis en 2020 de mobiliser un peu plus de 110 millions d'euros d'aide publique. Alors, l'idée, c'est de décrire un petit peu, avant de rentrer dans le détail de certains dispositifs, décrire l'organisation des financements publics en France. C'est important de passer par cette phase-là, puisque malheureusement, les aides publiques jouissent d'une réputation de complexité, ce qui peut se vérifier dans certains cas, mais ce qui n'est pas systématique. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu l'architecture de cette organisation pour démythifier un petit peu cette complexité. Alors, il y a une organisation qui est assez verticale avec le rôle de la Commission européenne qui est très importante puisqu'elle a un double rôle. Il est réglementaire d'une part et budgétaire d'autre part. Sur le rôle réglementaire, la Commission européenne va fixer un cadre et le point de démarrage de ce cadre réglementaire, c'est que toute aide publique aux entreprises est interdite. Au-delà de cette interdiction, il y a des cas dérogatoires qui sont organisés et qui vont déboucher sur la publication de régimes d'aide. Voilà, donc il y a beaucoup de régimes d'aide au niveau de l'Europe, à peu près autour de 8-10 régimes qui sont les plus souvent retrouvés pour le monde de l'entreprise. Et donc sur ces régimes, les financeurs publics peuvent ensuite rédiger des cahiers des charges des dispositifs pour aider les entreprises. Donc ça, c'est pour la description du cadre réglementaire et puis également un cadre budgétaire, c'est-à-dire que la Commission européenne va collecter des fonds puis les redistribuer avec des États qui sont contributeurs nets et d'autres qui sont bénéficiaires nets. Et une fois qu'en fait elle redistribue ces fonds, elle va garder une part de ces fonds à sa main en direct, notamment pour soutenir une stratégie d'innovation au niveau de la Commission européenne. C'est le budget de 77 milliards sur la précédente programmation, budget qui est passé à 100 milliards sur la nouvelle programmation qui court de 2021 à 2027. Je ne vais pas m'appesantir sur ce budget-là à la main de la Commission européenne. Par contre, ce qui est important, c'est de voir aussi qu'une partie de ce budget va ensuite être déléguée à des organisations dans les différents États. Et en France, ce sont les régions qui ont la main sur un bon nombre de fonds européens, notamment les fonds FEDER, FEADER, FSE, FEAMP, FEAGA et ainsi de suite. Sachant que pour l'agroalimentaire, le fonds de préférence qui est sollicité, le fonds européen, c'est le FEADER, qui signifie Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Entre l'échelle européenne et l'échelle régionale, il y a évidemment l'échelle nationale qui peut intervenir sur essentiellement des financements de programmes d'innovation avec un outil fiscal qui est le crédit d'impôt recherche, qui est de l'ordre de près de 6 milliards d'euros par an, et puis également un programme d'investissement d'avenir, donc le PIA 4e vague, qui va venir soutenir des initiatives d'innovation autour de différentes thématiques, et notamment les industries de la santé, la vie de demain,
et l'alimentation de demain, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de dispositifs sont à la main également des différents financeurs publics, avec ce fonds PIA 4 pour soutenir des innovations, notamment dans le cadre du secteur agroalimentaire. Et puis les régions, comme je vous le disais, ont le rôle d'autorité de gestion en France, c'est-à-dire qu'une région peut soutenir à un moment donné le projet d'une entreprise, et dès lors qu'elle va décider de le soutenir, va automatiquement mobiliser des fonds européens en cofinancement. Donc c'est un outil qui peut être très puissant, mais également qui engage un certain nombre de responsabilités. Il faut donc que les dossiers soient parfaitement rédigés, parfaitement suivis, de telle sorte que la région puisse justifier à tout moment auprès de la Commission européenne que l'aide a été délivrée dans le respect des règles. Voilà, ça c'est pour une lecture verticale de l'organisation des financeurs publics. Et on peut la compléter par une lecture horizontale avec des agences ou des organismes publics qui peuvent intervenir de façon très ciblée sur soit des filières, soit des thématiques d'investissement. Bon, BPI France, vous connaissez, hein, c'est une banque. Et dans BPI France, vous avez une équipe innovation qui peut intervenir pour soutenir les projets d'innovation. L'agence Innovation Défense pour tout ce qui est innovation duale, hein, c'est-à-dire qui trouve une expression à la fois dans le champ civil et dans le champ militaire. L'ADEME pour l'Agence de la transition écologique, très puissant, notamment en ce moment. France Agrimaire, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui suit plutôt une logique de filière. L'Agence de l'eau, qui peut intervenir notamment sur des investissements qui peuvent être faits à travers des solutions proposées par PWT. Je pense que Michael rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et à côté de ça, on pourrait citer la CARSAT, l'Agence Bio et bien d'autres financeurs publics. Sur une année, un cabinet comme le nôtre va travailler avec une cinquantaine de financeurs publics. Donc la variété est importante. Et puis vous avez également, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une logique budgétaire en fait, hein, et réglementaire. Aujourd'hui, vous avez une logique budgétaire qui émane de l'Europe et à laquelle vient s'ajouter une logique budgétaire qui émane du plan France Relance, dont vous avez tous entendu parler, et qui a pour fonction de pouvoir soutenir le développement de l'économie française dans un contexte qui est difficile. Donc c'est un plan de relance qui va s'exprimer sur 2 ans et demi, donc qui va prendre fin à fin 2022, qui est appuyé sur 3 axes. Un tiers à peu près des fonds pour l'écologie, un tiers pour la compétitivité et un tiers pour la cohésion sociale. L'idée étant de pouvoir doter l'industrie française des moyens qui lui permettront dans 10 ans d'être une industrie performante en comparaison de ses compétiteurs mondiaux. Et évidemment, là-dedans, l'industrie agroalimentaire a un rôle à jouer qui est très important, notamment pour développer ces outils, les rendre compétitifs et assurer à la France toujours une souveraineté et une indépendance sur sa production alimentaire. Alors, si je vous donne quelques clés de décryptage liées au plan de relance, nous, ce qu'on constate, hein, on a un petit peu de recul maintenant puisqu'on a lancé un peu plus de 200 missions sur France Relance. Et il y a évidemment une prime à la qualité. C'est-à-dire qu'au moment où France Relance a été lancée début septembre 2020, il y a eu une prime à la réactivité, c'est-à-dire que c'était une logique de premier arrivé, premier servi. Et puis, ça a basculé en fin d'année sur une autre logique qui est plutôt, ce sont les meilleurs dossiers qui seront les mieux servis. Alors, ce qu'il faut éviter également, c'est les reports et les arrêts de projet. Ça, c'est la volonté du gouvernement, c'est vraiment de pousser les industriels à mener les projets qu'ils ont envie et besoin de mener, même si le contexte est un petit peu chahuté. Eh bien, l'idée, c'est de les inciter à travers des aides financières pour convertir leurs projets en réalité. Le cadre réglementaire, il s'est assoupli. Je vous parlais tout à l'heure de différents régimes d'aide. Alors, vous avez des régimes d'aide à la PME, à la RDI, ce qui signifie recherche, développement, innovation, des régimes d'aide à l'environnement, à l'agroalimentaire et ainsi de suite. Et puis, vous avez un régime d'aide temporaire qu'on appelle le régime d'aide Covid, qui a été prorogé plusieurs fois et qui est pour l'instant disponible jusqu'à fin décembre 2021 et qui initialement permettait à un financeur public d'aider jusqu'à 800 000 € une entreprise et qui a été élargi jusqu'à 1,8 million. Et donc, ça, c'est valable, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, dans ce cadre-là, vous avez des financeurs publics qui ont des capacités d'intervention qui sont très, très importantes, à la fois sur le plan réglementaire et budgétaire.
Et puis, vous avez des critères de sélection qui sont évidemment souvent les mêmes, hein, notamment une maturité technique et financière sur le projet. Donc, il ne s'agit pas de présenter des projets qui vont se réaliser dans 10 ans, mais plutôt des projets qui vont démarrer dans les mois à venir et se concrétiser sur 2021, 2022 ou 2023. Il faut un plan d'affaires qui soit solide et il faut pouvoir illustrer quels seront les impacts de vos projets. Alors, impact sur le plan économique, bien sûr, mais évidemment sur l'emploi, sur la notion de recherche et développement et d'innovation. Des impacts sur l'environnement, maintenant c'est incontournable, hein, il faut pouvoir documenter les impacts estimés sur l'environnement dans le cadre de vos investissements, des impacts sur les filières et ainsi de suite. Et puis, il faut respecter des planchers de dépenses. Voilà. Les dispositifs ne sont pas accessibles à toutes les volumétries de projet. Je vais vous l'illustrer dans les prochaines slides. Avant ça, je vais vous indiquer quand même que, évidemment, ce contexte confère un certain nombre d'opportunités puisque les aides sont très volumiques, hein, et beaucoup sous forme de subventions. Ça, c'est assez remarquable aussi. Il faut ne pas oublier de travailler la recyclabilité des dossiers parce qu'il y a beaucoup de compétition sur ces dispositifs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui candidates. Et donc, il faut, je vous l'ai dit, de la qualité, mais elle n'est pas garante du succès, cette qualité de dossier et de projet. Donc, il faut pouvoir estimer de façon assez nette ce qui va être le premier dispositif qu'on va mobiliser et si on a un échec sur ce dispositif, quel serait le deuxième ou le troisième dispositif qu'on pourrait mobiliser en cas d'échec. Également se préparer sur les futurs appels à projets du plan de relance. Hein. Aujourd'hui, vous avez des logiques de stratégie par filière. Il y a eu un webinaire très intéressant mardi justement sur la stratégie pour l'alimentation de demain en France. Et donc, elle préfigure l'apparition d'appels à projets dans les prochains mois. Et il faut pouvoir se préparer à l'apparition de ces appels à projets pour être très réactif pour pouvoir y candidater. Et puis, vous avez l'émergence de plans de relance régionaux que l'on surveille nous régulièrement et une nouvelle programmation européenne, c'est-à-dire que là, vous avez des capacités financières d'intervention qui sont très importantes, notamment au niveau des régions. Tout ça génère également des risques, hein, avec un phénomène d'engorgement. C'est ce qu'on a constaté rapidement et ce qu'on constate toujours sur un certain nombre de financeurs publics qui, évidemment, ont mis en place des dispositifs très attractifs et pour le coup, ont été très sollicités. Voilà, et donc il faut leur permettre de digérer un petit peu la masse de dossiers pour pouvoir y répondre favorablement. Et puis, vous avez des dépôts de dossiers qui sont mal fléchés ou mal optimisés, et donc avec des risques d'échec qui peuvent être très importants. Maintenant, je vais vous lister, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça risque d'être un petit peu difficile à digérer, mais de toute façon, cette slide vous sera communiquée, enfin toute la présentation. L'idée, c'est vraiment de brosser, pas de façon exhaustive, mais quand même assez nette, les différents dispositifs qui sont à la main des industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'appel à projet résilience pour des secteurs stratégiques. Dans ces secteurs stratégiques, il y a l'agroalimentaire et dans l'agroalimentaire, il y a un certain nombre de projets qui peuvent être soutenus pour justement permettre à la France de disposer d'un tissu industriel très compétitif et d'assurer son autonomie, notamment autonomie protéique. Donc là, vous avez un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Il est assez élitiste, hein, ça il faut que je vous le dise. D'une part parce que l'assiette de minimum de dépenses est d'1 million d'euros, donc tout le monde n'a pas forcément la capacité à mobiliser des projets de cette envergure. Et puis d'autre part parce qu'il y a beaucoup de candidats avec des projets très impactants, et donc vous avez un taux de succès qui va être relativement assez resserré. Nous, on estime sur l'ensemble du plan de relance que les taux de succès en fonction du dispositif vont être entre 12 et 19%. Ça, ce sont les chiffres qui sont aujourd'hui disponibles. Sur cet appel à projet, on sera plus proche de 12%. Par contre, les subventions peuvent être d'un niveau très important. Sur d'autres dispositifs, vous avez soutien à l'industrie dans les territoires, où là, vous avez une enveloppe de 400 millions d'euros sur la durée du plan de relance, donc jusqu'à fin 2022. L'idée étant ici d'avoir une vision plus territorialisée, donc vous avez un rôle important également de la préfecture État direct qui peut mettre son regard et sponsoriser votre projet. Alors l'idée ici, c'est d'avoir quand même des dispositifs qui sont plus accessibles. Vous voyez, ne serait-ce que par l'assiette de dépenses minimum, qui est de 200 000 euros sur 24 mois, donc beaucoup d'entreprises peuvent y candidater. Et là, ce qui va être regardé, c'est vraiment l'impact sur le territoire, notamment en termes d'emploi et de développement d'infrastructures industrielles. Donc si vous avez
des projets qui ressemblent à cela, n'hésitez pas, même en tant qu'acteur de l'agroalimentaire, à candidater à ce dispositif. Beaucoup de dossiers également là-dessus, donc beaucoup de concurrence, mais on voit quand même pas mal de succès sur ce dispositif. Encore un autre dispositif qui, lui, est très simple à mobiliser. Hein. C'est un dispositif qui est à la main de l'ASP, donc Agence Services et Paiements, qui est, pour certains qui l'ont mobilisé, vous connaissez ce financeur public. L'idée étant ici de pouvoir venir chercher un soutien sur la modernisation de l'outil industriel, notamment avec des solutions de robotique, cobotique, fabrication additive ou outils à commande numérique. Voilà, donc là, vous avez un dispositif qui a été très généreux sur sa première vague, notamment qui permettait d'aller jusqu'à 40% de subvention sous certaines conditions. Et face au succès, il y a eu un resserrement un petit peu des critères. Et pour les derniers dossiers qui ont été déposés sur ce dispositif fin 2020, les subventions étaient limitées à 10%. Il y a une deuxième vague qui va rouvrir en 2021. Les informations dont on dispose aujourd'hui pourraient montrer que ce dispositif serait réouvert au 1er mai et cependant serait limité à 10% de subvention. Voilà, on n'a pas encore les règles du jeu, mais ça devrait passer en décret prochainement. Vous avez également des enjeux de décarbonation de l'industrie, hein, c'est un mot qui revient régulièrement désormais. Ici, vous avez deux grandes catégories de dispositifs. Alors celui-ci pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros, et le suivant que je commenterai ensuite pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros. Pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros, vous allez avoir une liste de dépenses éligibles qui sont disponibles hein, sur Internet, sur le site de l'ASP, et vous allez pouvoir aller chercher des niveaux de subvention de 10 à 50%. Alors, ce taux va varier essentiellement compte tenu de la taille de votre entreprise. Et quand on parle de taille d'entreprise, on ne parle pas de la taille d'un établissement ou d'une filiale, on parle de la taille du groupe. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Mais vous pouvez, vous voyez, avoir des taux d'intervention qui peuvent être très, très importants. Et si vous avez des projets de décarbonation dans l'industrie qui sont supérieurs à 3 millions d'euros en termes de budget, vous avez un autre dispositif qui, lui, est à la main de l'ADEME, qui est assez exigeant, mais qui peut soutenir beaucoup de projets. Si je prends l'exemple de la région Pays de la Loire, sur fin 2020, début 2021, il y a eu uniquement 3 dossiers de déposés, 2 ont été acceptés et le 3e, l'ADEME a simplement demandé à ce qu'il y ait une nouvelle rédaction du dossier et il y a de fortes chances qu'il soit soutenu. Donc ça veut dire 100% de dossiers soutenus. Là, on est quand même sur des budgets très importants, hein, de plus de 3 millions d'euros. Si je vous donne des exemples dans l'agroalimentaire, vous allez avoir le groupe Bell qui a mis en œuvre une chaudière biomasse pour couvrir plus de 70% des consommations thermiques d'une de ces fromageries. Vous avez également Leita qui a fait une modification d'un de ces éléments qui est passé en fait d'une solution thermique à une solution mécanique. Et donc, ce sont des projets qui sont très coûteux, mais qui peuvent être également très fortement soutenus. Vous avez également un plan de modernisation des abattoirs. Alors ça, c'est à la main de France Agrimaire, avec un budget de 130 millions d'euros pour la filière, qui a été ouvert, ce dispositif fin décembre, et qui est très fortement sollicité, qui peut être très incitatif hein, également pour les porteurs de projets dans cette filière. Là, le point de départ, c'est qu'il va falloir quand même respecter la réglementation en vigueur et être vertueux sur tout ce qui est lié à la protection animale. Donc ça, c'est un prérequis. Et dès lors que vous respectez ce prérequis, vous allez pouvoir passer un certain nombre de dépenses de modernisation dans ce dispositif avec une subvention maximum de 2 millions d'euros et un taux de subvention qui peut aller jusqu'à 40% des dépenses éligibles et même jusqu'à 70% pour les régions outre-mer. Toujours à la main de France Agrimaire, vous avez des dispositifs de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Alors, quand on parle de soutien à des structurations de filières, vous allez souvent retrouver des dispositifs qui vont être organisés avec 2 volets. Là, vous avez un premier volet sur les investissements structurants. Ce qui va être très important à retenir ici, c'est qu'il faut une démarche collective, hein, donc avec plusieurs acteurs, et que ces plusieurs acteurs représentent au moins 2 maillons différents de la filière. Donc, ça peut être de l'amont, ça peut être de l'aval, ça peut être le maillon de la transformation.
En tout cas, il faut montrer qu'il y a vraiment une coopération au sein de la filière. Et puis, vous avez On n'entend plus Régis, je crois que l'image est bloquée. Régis, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Essayez de le joindre au téléphone, hein, je vous tiens au courant. Ok, je l'ai eu. Il se déconnecte, il se reconnecte. Merci de votre patience. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos éventuelles questions dans le chat. Je lui adresserai en fin de présentation. Vraiment désolée pour ce problème technique. Du coup, tant que j'ai la parole, tout à l'heure, Régis parlait de cet appel à manifestation d'intérêt sur les besoins alimentaires de demain. Je ne sais pas si ça vous parle globalement, mais c'est une thématique qui intéresse beaucoup les pouvoirs publics. Ils ont l'intention de lancer des appels à projets sur cette thématique-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a un appel à projet sur les besoins alimentaires de demain, c'est que ça concernera forcément notre secteur. On ne sera pas en concurrence avec d'autres secteurs, ce qui est déjà un gros plus. Le principe de l'appel à manifestation d'intérêt est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut faire remonter des projets, mais on n'est pas en train de demander un financement. En gros, on décrit notre projet. Eux, ça leur permet de dimensionner, enfin de compter le nombre de projets qui existent et de dimensionner les futurs appels à projets. On a tout intérêt à faire remonter des projets, même si ce n'est pas une demande de financement immédiate. Du coup, je vous encourage tous, si vous avez des projets qui pourraient rentrer dans ce cadre-là, à faire remonter vos projets. Vous pouvez très bien m'écrire ou m'appeler, ou on pourra envoyer avec le support de présentation qui va être partagé après le webinaire les informations sur cet appel à manifestation d'intérêt. Voir le lien vers le replay du webinaire de BPI France sur cet appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Je vois que Régis est de retour pour le coup. Régis, on t'entend toujours pas. Je ne sais pas si tu as allumé ton micro. alors, Oui, on Françoise. t'entend, super. Ça marche. Ah, d'accord. Alors, pour le coup, pardonnez-moi, hein, j'ai eu un problème de connexion. J'ai coupé la caméra pour que celle-ci soit plus favorable désormais. Simplement, il faut que je vérifie si j'ai toujours la main. Donc, je vais passer une slide et vérifier si ça change quelque chose sur GoToWebinar. Non, c'est bloqué. Je vais vous la redonner du coup. Hop. Ok, donc je vais partager. Voilà. Alors, Françoise, est-ce que tu saurais me dire à quel moment ma connexion a été défaillante? Je crois. On était sur la slide d'avant, remonte. Alors, j'avais parlé des abattoirs déjà? Non. Non. Donc, j'avais parlé de la décarbonation? Non plus. Attends, tu vas remonter encore un slide. Alors, décarbonation, j'avais investissement En fait, vers l'industrie du Régis, futur. tu étais à mi-parcours sur les abattoirs. Ah, d'accord, merci. Donc, je vais remettre abattoir en mode diaporama.
Voilà. Donc, vous voyez la slide, Ça n'a pas modernisation coupé des abattoirs. partout. Ça n'a pas coupé pour tout le monde partout, du coup, je pense. Pour tout le monde en même temps, peut-être. Ah bon, Tu peux la recommencer en d'accord. entier, Bien, cette pour slide? finir sur le... Ouais, alors sur les abattoirs, un dispositif qui est à la main de France Agrimaire, dispositif qui est assez sollicité, avec un prérequis toutefois, hein, qui est la protection animale, qui permettent de respecter la réglementation en vigueur. Régis, de mon côté, on ne vous entend pas. On va peut-être passer à la présentation de Mickaël en attendant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, effectivement, si vous voulez, je peux prendre la main le temps que Régis retrouve une connexion convenable. Nos excuses pour Absolument. J'essaie de l'appeler et vous continuez, Mickaël et Aïssa. D'accord. Ouais, je vais prendre la main effectivement je vous donne la main, dans la continuité de la présentation. Oui, une petite seconde que je vous retrouve pour vous donner la main. Voilà. Toutes nos excuses. Alors, hop, partager. Donc, on est bon en mode diaporama pour le coup. Tout à fait. Parfait, super. Ok, donc Régis reprendra à ce niveau-là sur la modernisation des abattoirs. Il y avait encore, je pense, 2-3 appels à projets à présenter. Tout comme quelques exemples. Et je passe, hein, du coup, il reviendra dessus. L'idée étant effectivement que je prenne la main à partir de ce dernier exemple qui est GIFAR, où on le voit hein, dans l'ensemble des subventions que Régis va présenter. Il y en a une notamment qui est sur l'agence de l'eau. Et c'est là le lien, en fait, je dirais, entre nos deux sociétés, car si même le montant de subvention, là, pour cet exemple, cette étude de cas de l'agence de l'eau représente moins de 10% du montant global, l'idée est justement d'avoir en tête pour vous, hein, industriels, pour vos projets futurs qui concerneraient des économies d'eau, c'est d'avoir en fait en tête de solliciter une société comme ABF qui va pouvoir avoir un autre angle d'approche du dossier qui serait uniquement sur l'eau pour pouvoir trouver d'autres leviers d'investissement et je dirais booster ce projet. Alors, si on remet un petit peu les choses dans le contexte, par rapport à cette notion d'agence de l'eau, quel va être son rôle et à quel moment va-t-elle intervenir. Donc BWT, on est d'accord, nous, on intervient dans le cadre de la gestion de l'eau, hein, du cycle de l'eau, comme je l'ai évoqué, et notamment cette notion de valoriser les eaux perdues. Donc on va dire qu'on est sur les eaux de rejet, soit sorties step, ou en tout cas des eaux utilisées, usées au sein même de l'usine. Il y a 3 grandes notions hein, par rapport à cet aspect eau perdue. C'est répondre à des contraintes de stress hydrique, c'est-à-dire soit un problème de réglementaire sur les rejets ou l'accès à la ressource. Le deuxième levier, c'est ce qu'on va appeler les économies d'eau, hein, qui peut tout simplement être une démarche sociétale. Il y a de nombreux groupes aujourd'hui qui engagent des démarches volontaires d'économie d'eau au sein de leurs usines. Et vous le verrez au travers des exemples que je vais vous présenter plus tard, qui mettent en avant en fait, cette démarche économie d'eau. Et le troisième levier, qui reste bien évidemment présent hein, dans les dossiers, c'est parfois une volonté de croissance d'un site qui peut être limitée par rapport à justement ces contraintes de rejet et ou de prélèvement. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'agence de l'eau va vous subventionner à partir du moment où, enfin, quel que soit le projet d'économie d'eau. Voilà. Dès qu'on parlera économie d'eau, potentiellement, il y a une aide de l'agence de l'eau qui est possible. Pour continuer sur ces aides de l'agence de l'eau, il y a en fait ce qu'il faut avoir en tête quand on parle d'un projet industriel, il y a 3 grandes étapes importantes. La première, c'est ce qu'on va appeler la partie diagnostic et cartographie hydrique d'une usine. C'est-à-dire qu'il est important pour vous, industriels, de bien connaître vos consommations en eau, mais également vos utilisations actuelles pour que demain, si on change de typologie d'eau et on parle de recyclage, on puisse identifier les points de réutilisation. Donc, le premier aspect, en fait, avant de se lancer dans tout projet de reuse, hein, c'est de bien connaître ses consommations en eau par cette notion de cartographie hydrique, cartographie d'usine. La deuxième, en fonction de la complexité du projet, il peut être intéressant de passer par un essai pilote
parce qu'on est d'accord, on est sur de nouvelles typologies d'eau qui sont recyclées aujourd'hui. Ce n'était pas le cas forcément il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, il faut éprouver des systèmes pour valider l'investissement, la fourchette de CAPEX et pour valider le coût opératoire. Pardon. Parce que c'est ça qui va vous donner au final votre ROI sur le système. Et enfin, aboutir à cette troisième étape qui est la finalité, la réalisation d'un projet industriel, mais dans un contexte maîtrisé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 étapes, l'agence de l'eau peut vous accompagner avec un taux d'aide moyen de 30 à 40%. Voilà la premier chiffre, je dirais, à avoir en tête. Le deuxième, c'est qu'on est d'accord, on va parler de taux de minimum 30% par bassin d'agence de l'eau, parce que la France est en réalité découpée en 7 bassins, comme vous voyez sur ce slide. Et pour revenir sur les propos de Régis, en fait, aujourd'hui, dans le cadre d'appel à projet, vous avez possibilité, et de manière régionale, d'obtenir des taux bonifiés, qui seront crampés d'un point de vue calendaire. Vous voyez, par exemple, sur l'agence Loire-Bretagne, en fait, jusqu'à pour tout dossier déposé avant le 30 juin 2021, vous pouvez avoir un taux d'aide qui est de maximum 60% sur les études et un taux d'aide sur l'investissement qui est également de 60%. Donc, c'est quand même relativement intéressant par rapport aux aides classiques. En Adour-Garonne, l'appel à projet arrive à échéance, en tout cas, cette première phase arrive à échéance maintenant assez rapidement, au 10 mai. Mais on sait déjà que cet appel à projet va être reconduit sur ce bassin avec des annonces pour juillet 2021. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il faut vraiment rester informé de l'actualité parce que les appels à projets sont crantés, les appels à projets sont renouvelés avec des taux variables. Et c'est là vraiment, je pense, l'intérêt de sociétés comme ABF et BWT, c'est de vous alimenter sur les dernières informations à date et de vous aiguiller au mieux sur les démarches. Parce que notamment dans le cadre de ces taux bonifiés, il faut déposer un dossier technique un peu plus complet sur le projet, sur sa finalité. Si on regarde maintenant les retours d'expérience, les installations qui ont pu être mises en place grâce à ces subventions. Donc là, la première étude de cas, on est sur une industrie de valorisation de biomasse animale. La problématique site a été une obligation en fait, d'effectuer des économies d'eau, le volume d'eau de rejet. Et la solution, en fait, a été de recycler des eaux sorties de stations d'épuration communales, pour le coup, aval clarificateur. Donc, la solution que l'on a proposée et mise en place est une installation en conteneur avec notamment de l'ultrafiltration, mais également de l'adoucissement et de la désinfection UV pour répondre à des normes de qualité dites eau de baignade. L'idée, en fait, c'est qu'on a proposé une qualité d'eau dite industrielle pour des applications secondaires, et non ingrédients pour le coup, et le client a pu la réutiliser en tant que tel. Donc, les bénéfices clients, après 18 mois de fonctionnement, c'est à peu près 15 000 m3 d'eau retraitée par an, donc c'est forcément un impact environnemental réduit. C'est une conformité en fait à son arrêté de rejet, qui était l'objectif principal. C'est un projet subventionné à hauteur de 40% par l'agence de l'eau. Et comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une qualité d'eau recyclée dite industrielle pour répondre aux besoins du site sur ces différents besoins de consommation. Un deuxième levier caractéristique pour faire des économies d'eau et d'énergie associées, après l'agence de l'eau, c'est l'ensemble des certificats d'économie d'énergie, avec notamment la fiche IND UT 125. Donc cette fiche, en fait, elle est très simple. Elle est présente sur 2 feuillets et son sujet, en fait, est le traitement d'eau performant sur chaudière pour production de vapeur. Elle va concerner en fait l'ensemble des sites avec une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW. Donc en gros, c'est les sites non soumis au quota CO2. La condition de délivrance, c'est sur la fourniture d'une certaine typologie de qualité d'eau. On va parler d'un seul critère qui est la conductivité, c'est atteindre une conductivité inférieure à 50 microsiemens. Donc, qualité d'eau que vous n'avez pas, et bien évidemment quand vous êtes directement alimenté en eau brute, que vous n'avez pas quand vous êtes alimenté en eau adoucie, et que vous pourrez avoir par le principe de déminéralisation. Ce qui est important ensuite, c'est que le montant de C2E va varier en fonction de zones géographiques. Il y a 4 zones, A, B, C, D. Le critère de décision par rapport au taux de subvention, je pense que c'est par rapport aux caractéristiques de l'eau, son caractère entartrant, qui joue sur la performance énergétique du site industriel. Et son calcul, plus précisément, il est assez simple.
C'est lié au mode de fonctionnement du site, à sa zone géographique et enfin à la puissance de la chaudière. Alors, si on regarde un peu plus précisément ces 4 zones géographiques, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que quelle que soit la zone, en fonction des conditions de fonctionnement, l'étude est pertinente, doit être faite pour valider justement, enfin, pour reprendre ce terme, la pertinence en fait de passer d'un traitement d'eau classique, je dirais, à un traitement d'eau performant. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur les zones C et D, avec le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui sur les C2E, c'est que le retour d'investissement est allez, je dirais, de maximum de 2 ans, parfois moins d'1 an et parfois quasi instantané, en fait, au regard des montants de ces fameux C2E. Donc, il y a vraiment un sujet aujourd'hui à travailler en sachant que les C2E fonctionnent par période. On arrive à l'échéance de la 4e période et le montant des C2E a plutôt tendance à descendre ces derniers temps. Voilà. C'est une information importante, ça effectivement à avoir en tête. En termes de modalités d'application, si on rentre un peu plus dans le détail, quand on parle de mise en place d'un traitement d'eau performant, concrètement, c'est la mise en place d'une technologie dite osmose inverse ou déminéralisation en remplacement d'un poste d'adoucissement qui va nous permettre d'atteindre cette qualité d'eau. Ça peut être le remplacement d'un osmoseur en place, mais qui n'a pas bénéficié de C2E, qui est pour le coup peut-être vieillissant, obsolète, et qui permettrait de bénéficier de nouvelles technologies. Et enfin, remplacement d'un osmoseur si le C2E date de plus de 10 ans. Il ne concerne que les chaudières en fonctionnement et comme on l'a dit, l'objectif de qualité, c'est atteindre une conductivité inférieure à 50 microsiemens. Donc, même principe, une petite étude de cas qui va vous permettre de vous rendre compte vraiment de manière très, j'ai envie de dire, efficace des bénéfices de la mise en place de ce type de certificat d'économie d'énergie. On est donc sur une industrie laitière. La situation initiale, en gros, on est sur 2 chaudières vapeur 10 bars alimentées en eau adoucie. Avec le RC, en fait, c'est le rapport de concentration en chaudière lié à la qualité d'eau qui est de maximum de 10. La solution a été bien entendu de mettre en place une osmose inverse, mais techniquement, en fait, cette technologie nous a permis d'augmenter le rapport de concentration à 50. C'est là vraiment le bénéfice de cette fiche C2E. Ce que ça veut dire concrètement pour vous, industriels, c'est moins de purge en chaudière, donc moins d'apport d'eau neuve à chauffer et moins de produits chimiques à doser. On va quantifier les bénéfices associés à cette performance augmentée. L'investissement était d'à peu près 34 000 euros pour être précis, avec un C2E de 30 000 euros. Donc, il couvrait presque déjà à 100% l'invest. Les bénéfices clients, c'est 80% d'eau en moins rejetée au niveau des purges de chaudière. C'est surtout 40 000 euros par an de gaz économisé, avec une réduction de 7% par rapport à la consommation initiale. Et c'est une réduction de 60% en quantité de produits chimiques utilisés au niveau de traitement de chaudière. Donc, on a vraiment un impact qui est très important au niveau d'utilisation et donc en termes de performance industrielle. Rapidement, d'autres exemples d'autres retours d'expérience. Donc là, on est sur une industrie du baby-food dans le nord de la France. C'est un projet qui a été monté avec EDF, un partenaire un mandataire et obligé pour le coup sur ces fameux C2E. Donc le trait caractéristique de cet exemple, c'est qu'on a un montant de C2E qui est assez conséquent, 350 000 euros, qui a permis en fait aussi de moderniser son outil industriel, de le sécuriser en augmentant sa capacité de traitement d'eau, d'adapter également son pré-traitement et donc sa qualité des rejets en step parce qu'il va rejeter moins de chlorure et de sécuriser, je dirais, l'appoint en eau d'un nouvel atelier de produits infantiles bio. Donc vraiment différents leviers qui ont motivé en fait cet investissement. Le deuxième, on est sur une industrie fromagère dans le 18. Là, pour le coup, ça a été un C2E porté par un partenaire qui est Spirax Sarco, spécialisé en chaudière industrielle, chaudière vapeur. Et là, l'intérêt client était l'investissement d'un osmoseur, mais également d'une bâche alimentaire. L'ensemble a été couvert par le montant du C2E, donc ça a permis de rénover son outil de production. Et le troisième, pour terminer, c'est dans l'industrie du cacao, projet porté par Neovi, un mandataire toujours, et qui a porté le projet avec un double sujet, c'est changement d'un brûleur et d'un osmoseur pour alimenter la chaudière. Concrètement, sur ces dossiers, ce qu'on vous propose, BWT, c'est de vous accompagner en fait dans les différentes étapes du dossier
pour bien vous aiguiller en fait et montrer avant l'investissement et les bénéfices en fait, vos bénéfices industriels. Donc on est d'accord, on parle d'une fiche standardisée, simple à utiliser. L'intérêt BWT, on est un fabricant d'osmoseurs, donc on va maîtriser nos coûts de fabrication. Ce qui est surtout intéressant pour vous, c'est que ce qu'on entend par financement fiable, c'est-à-dire qu'on est capable de vous proposer une avance de trésorerie, parce que les C2E, vous allez les récupérer en fait à la fin du chantier industriel, et surtout une garantie du montant de C2E, sachant que le montant est variable dans le temps. Ce n'est pas anodin aujourd'hui d'avoir un montant de C2E garanti. Et enfin, la finalité, c'est de vous proposer ce qu'on appelle du full service, c'est-à-dire de la prestation également d'accompagnement dans l'exploitation de l'installation, toujours dans cette recherche de performance. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vais rendre la main du coup à Régis en espérant qu'il soit de retour parmi nous, mais a priori c'est le cas. Et là, oui. Oui, merci Michael d'avoir pris le relais. Alors, pour le coup, je suis désolé de vous infliger ces problématiques techniques et du coup, ça va rendre le propos peut-être un petit peu décousu, mais enfin, on va quand même y arriver. Là, je vais désormais me mettre en mode diapo. Et j'en étais à commenter des dispositifs de soutien de différentes filières agricoles et agroalimentaires, dispositifs qui sont à la main de France Agrimaire. Et j'expliquais qu'ici, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une approche collective sur ces différents dispositifs et de représenter différents maillons de la filière. Et vous allez avoir soit des projets d'investissement, soit des projets de recherche-innovation. Et dans ces soutiens aux structurations de filière, vous avez un focus qui est fait en ce moment sur la filière protéines végétales, qui est un enjeu vraiment stratégique pour la France. Et pour le coup, vous allez avoir un certain nombre de dossiers et d'initiatives qui vont être soutenus assez fortement par France Agrimaire, sachant que vous pouvez encore une fois aller chercher jusqu'à 40% de soutien sous forme de subvention sur ces différents projets. Alors sur une filière, on va pouvoir faire soutenir des projets qui concernent à la fois l'amont et l'aval. Hein. Donc vous allez avoir vraiment une variété de situations importantes, mais en revanche, ce n'est pas automatique. Donc il y a une sélectivité des dossiers qui est assez forte. Vous avez également l'agence bio qui peut intervenir sur des projets qui touchent à la filière bio. C'est un fonds qui est assez exigeant, mais qui, lorsqu'il intervient, peut être assez puissant. Je vous montrerai tout à l'heure un certain nombre de cas, hein, comme vient de le faire Michael, c'est ce qui parle le mieux. Un certain nombre de cas sur lesquels on a pu travailler et avoir des succès. Et dans un de ces cas, il y a un fonds Avenir Bio qui a été mobilisé. Là, encore une fois, il faut pouvoir montrer dans quelle mesure on va avoir un impact favorable en tant que transformateur, donc en tant qu'industriel, un impact favorable sur l'amont, donc celui des agriculteurs, et sur l'aval, c'est-à-dire celui des consommateurs. Et puis, vous avez bien entendu des appels à projets régionaux qui sont adossés au Fonds européen FEADER, qui est un fonds que je vous ai présenté en début de présentation. Alors aujourd'hui, ces dispositifs sont variables évidemment, puisqu'en fonction des régions, il y a des enjeux, des stratégies qui sont elles-mêmes différentes. Quoi qu'il en soit, ça reste des dispositifs qui sont très puissants pour soutenir les industriels de l'agroalimentaire. Un certain nombre d'entre vous ont certainement déjà eu à se confronter à ce dispositif. Il n'est pas forcément simple à mobiliser, hein, puisqu'il faut pouvoir justifier et tracer les volumes de matières premières agricoles qui rentrent dans le processus de transformation, mais également celles qui en sortent. Voilà, il y a souvent des multi-critères à respecter pour pouvoir obtenir une aide. Et puis, en fonction de ces critères, vous allez avoir des variations de taux d'aide qui vont également être différents et globalement vont se positionner entre 10 et 40% sous forme de subvention. Bon, voilà pour la présentation des principaux dispositifs à la main des acteurs de l'agroalimentaire. Maintenant, je vais vous commenter quelques cas concrets sur lesquels on a pu travailler. Le groupe Au Jeu, c'est un groupe qui est connu, hein, qui est le 4e acteur français des eaux embouteillées et que l'on a rencontré dans le cadre d'un investissement dans une ligne d'embouteillage sous format canette d'aluminium, alors que jusque-là, ils sont exclusivement sur du PET. Projet localisé dans la région Nouvelle-Aquitaine et que l'on a pu faire soutenir, alors sur un budget de près de un peu plus de 5 millions d'euros, on a pu faire soutenir sous forme de subvention à hauteur de 800 000 euros, soit 15% du budget.
Donc quelque chose qui est très important. Donc il y a non seulement ici un investissement matériel, mais également le fait de devoir réorganiser l'implantation industrielle pour pouvoir accueillir cette nouvelle ligne de production. Autre cas, donc là on est précisément sur le cas de l'agence bio, celui que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Alors le caractère atypique de ce cas, c'est que sur la fromagerie d'Entram, on avait d'abord eu l'intention de mobiliser un dispositif régional avec le fonds FEADER, mais que ce fonds étant arrivé à épuisement mi-2019 sur la région Pays de la Loire, on a basculé le projet sur l'agence bio, donc il a fallu réécrire le projet, établir des scénarios contrefactuels, donc c'est un petit peu technique, il faut faire des modélisations de projets, et à ce moment-là, on a pu rentrer dans les critères de l'agence bio, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très exigeants, et sur un budget de projet d'1 million d'euros, on a réussi à faire valider des assiettes de dépenses éligibles à hauteur de 945 000 euros, et obtenir une subvention de 384 000 euros, soit 40% du projet. Donc, sur une entreprise de la taille de la fromagerie d'Entram, c'est quelque chose qui est vraiment très, très déterminant pour la réussite de ce projet. Autre groupe, alors lui, bien connu, hein, Léa Nature, spécialiste dans les produits bio, implanté principalement en région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a pu travailler sur la création d'un nouveau bâtiment et d'une ligne de transformation de légumineuses, et puis également un programme de R&D de nouveaux produits, notamment à vocation cosmétique. Et sur ce projet, ce qui va être intéressant sur la partie droite de la slide, c'est qu'on a pu mobiliser 2 financeurs publics différents et 3 dispositifs différents. Donc 2 dispositifs à la main de la région Nouvelle-Aquitaine, à la fois pour soutenir le programme d'investissement et d'autre part pour soutenir le programme d'innovation. Et puis le dispositif à la main de l'agence bio pour soutenir le programme d'investissement et de recrutement associé à ce projet. Donc, ce qui fait quand même un global d'1,6 million sur un budget de 7,8 millions. Donc là, encore une fois, ça favorise le retour sur investissement de ce projet. Et la nature était bien sûr très satisfaite de pouvoir trouver cette brique de financement complémentaire. Alors, MPIT, c'est une structure qui se trouve en région Pays de la Loire. Ça, c'est très intéressant en termes de soutien de structuration de filière. Donc là, on est sur la structuration de filière du chanvre français, avec un enjeu de développement de nouvelles variétés et un programme d'innovation pour trouver des bons procédés de production de ces semences. Programme qui s'est déroulé sur une profondeur de 3 ans, avec un budget de 2,7 millions, plus 1,3 million dans la recherche et développement. Et là, on a pu faire soutenir de façon conjointe le projet par BPI France et par la région Pays de la Loire. Et c'était, pour information, le premier projet de la région Pays de la Loire sous forme de structuration de filière. Donc, on a beaucoup échangé avec les interlocuteurs de la région et les instructeurs de dossier pour les aider quelque part à pouvoir faire ce premier galop d'essai et le convertir en succès, ce qui derrière a permis aux équipes de la région, mais également aux différents acteurs du territoire de pouvoir envisager de monter d'autres projets structurants au sein d'une filière. Et donc là, on a pu obtenir 2 millions d'euros d'aide, dont la moitié en subvention et la moitié en avance récupérable. Et puis un dernier cas que je vais vous commenter, qui est le cas de Giffard, qui est une PME également positionnée en région Pays de la Loire, département du Maine-et-Loire. Et ce cas, il est très instructif puisqu'il permet de montrer que sur un projet, on peut mobiliser vraiment plusieurs financeurs publics. Alors, c'est pas simple, hein, mais il faut déployer une ingénierie spécifique. Sachant que là, on avait un dispositif à la main de la région et adossé à un fonds FEADER européen qui était plafonné à 1,2 million d'euros. Et le fait qu'on retravaille l'écriture du projet et qu'on sorte un certain nombre de lots du projet a permis en fait de dépasser ce plafond d'1,2 million pour aller jusqu'à un peu plus d'1,3 million. Donc on a sorti un investissement lié au traitement des effluents et puis également un programme de recrutement pour les valoriser sur 2 financeurs publics que sont l'Agence de l'eau et un fonds de revitalisation de la défense pour justement obtenir des aides complémentaires et aller jusqu'à 33% du budget. Et puis, je vais terminer mon propos sur le commentaire des principales règles à respecter quand on va mobiliser des aides publiques. Et ça va vous aider si vous êtes dans cette dynamique
de mobilisation d'aide. Alors, je vais passer les slides BVT et on devrait y arriver. Donc, quand vous allez mobiliser un financeur public pour soutenir votre projet, bien sûr, vous allez devoir valider votre éligibilité. Alors, c'est très évident de le dire, mais encore une fois, c'est vraiment la première étape à respecter, puisqu'on a déjà rencontré pas mal de porteurs de projets qui ont consacré parfois des dizaines d'heures et plusieurs collaborateurs à l'écriture d'un dossier, et qui en fait a été instruit en 2 minutes, puisqu'il y avait déjà un critère d'inéligibilité, et ça fait beaucoup de travail pour pas du tout de résultat. Donc ça, c'est très important de déterminer quelle est la taille de l'entreprise, évidemment sa situation financière pour voir si vous avez une situation de fonds propres qui permet à un financeur public d'intervenir, et puis surtout, évidemment, si la nature de votre projet et ses caractéristiques détaillées répondent bien aux attentes du dispositif. Ensuite, il faut faire sa demande dans les temps, sachant que vous avez toujours le devoir de présenter votre projet à un financeur public avant même d'avoir démarré officiellement ce projet. Et démarrer officiellement un projet, ça signifie prendre un engagement juridique, notamment passer une commande, verser un acompte sur cette commande, signer des contrats d'approvisionnement dans certains cas, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours être en amont, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut attendre que le financeur public se positionne pour démarrer votre projet, en aucun cas. Mais par contre, si vous souhaitez avoir une aide de celui-ci, il faut l'informer en avant, tout simplement parce que lui-même doit respecter ce critère d'incitativité auprès de la réglementation européenne. Optimiser son budget, c'est très important aussi. Choisir le bon horizon temporel, sachant que généralement les durées de projet retenues sont 24 à 36 mois. Donc ça peut faire des projets qui sont tout de suite assez massifs. Et puis bien qualifier le maximum de dépenses pour que vous ayez un pourcentage de subvention qui s'exprime sur le maximum de l'assiette de dépenses. Et puis sécuriser sa demande d'aide, ça signifie que lorsque vous avez obtenu un accord d'un financeur public, eh bien vous avez une dernière phase qui s'ouvre et qu'il ne faut absolument pas négliger, qui est celle de la gestion du dispositif jusqu'à son extinction. Autrement dit, il va falloir justifier des travaux, des investissements, des programmes de R&D que vous avez développés, et donc faire des rapports ou transmettre des états récapitulatifs de factures acquittées. Voilà. Et donc ça, c'est un processus très administratif, je vous l'accorde, mais qu'il ne faut absolument pas négliger, puisque si jamais il n'est pas bien tenu, vous pouvez avoir des zones de tension dans les échanges avec le financeur public, et peut-être même des corrections de l'aide, donc des demandes de remboursement qui peuvent être réalisées. Voilà pour les 4 règles principales à respecter. Maintenant, ce que je propose, c'est de redonner la main peut-être à Françoise, et puis surtout à vous, si vous avez des questions à nous poser. Merci Régis et merci Mickaël pour cette présentation très intéressante. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif là, c'est de vous donner des clés si vous avez des projets à mener.